la vallée alluviale de la Marne et le plateau Briard. Et nous, sur la suite de cette étude, on va s'intéresser à deux grands ensembles, la plaine de France, aux alentours du Blanc-Ménil, et la vallée alluviale de la Marne, aux alentours de la commune de Chelles. Et donc, ces quatre grands ensembles géologiques, ils traversent les grands horizons du bassin parisien. Et donc, les deux ensembles dont on va parler plus tard se situent plutôt entre les sables verts et l'Yprésien. Et nous, on va s'intéresser à trois horizons en particulier, les sables de Beauchamp, le calcaire grossier et l'Yprésien. Donc maintenant qu'on a fait une petite synthèse sur le Grand Paris Express et la ligne 16, on va pouvoir commencer notre analyse en commençant par les sables de Beauchamp. Donc, la première étape, ce sera de faire une mise en contexte, donc où on se situe sur la zone d'étude, et également une définition des mots-clés qui sont importants pour la suite. Donc ici, on se situe dans la plaine de France vers le Blanc-Ménil, et on va être sur une zone d'étude avec le passage d'un tunnelier entre un puits et une gare. Et donc, pour relier un tunnel à un ouvrage, on va avoir deux possibilités. Soit on va avoir le tunnel qui va rentrer à l'intérieur de l'ouvrage directement, donc on va avoir une entrée du tunnelier à l'intérieur de l'ouvrage, mais c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent. Donc on a une autre option qui est de faire passer le tunnelier à proximité de l'ouvrage et par la suite de réaliser un rameau de jonction entre notre puits et notre tunnel. Et donc ici, le tunnel est creusé au tunnelier. Donc là, ce qu'on voit, c'est la tête du tunnelier, ce qui nous intéresse pour la suite, ce qui permet donc l'excavation. En bleu, on voit la roue de coupe, et sur la roue de coupe qui est donc mobile, on va avoir des outils de découpe qui, eux, sont amovibles, comme les dents et les molettes. Donc sans retenir le nom des outils, les outils, ils sont sélectionnés en fonction du type de sol qu'on va excaver. Et donc c'est pour ça que c'est important de calibrer la roue de coupe et donc de connaître les types de matériaux qu'on va rencontrer et leur nocivité. Et ici, sur cette zone, le tunnelier va passer à travers les sables de Beauchamp. On doit donc définir nos sables de Beauchamp. On commence par une étude des sables de Beauchamp dans la littérature. Qu'est-ce qu'on connaît des sables de Beauchamp? On sait que ce sont des sables fins à très fins, avec une matrice argileuse plus ou moins développée, qui sont relativement homogènes à l'échelle du projet, mais on sait également qu'on va y rencontrer des hétérogénéités locales, sous forme de bancs ou d'objets indurés, et également une hétérogénéité verticale, avec un passage médian qui est réputé plus argileux. On sait également que les sables de Beauchamp, ils sont boulants, c'est-à-dire qu'en cas de venue d'eau, on va avoir un sol qui va s'ébouler, et donc c'est dans les caractéristiques des sables de Beauchamp. Donc, maintenant qu'on sait à quoi ressemblent les sables de Beauchamp en général dans le bassin parisien, on va se demander qu'est-ce qu'on a nous au niveau de notre étude. Donc pour ça, on va réaliser une campagne géotechnique avec de nouveaux sondages, et ici on peut voir la coupe qui en résulte avec notre puits, notre gare, et entre les deux, le tunnelier qui passe majoritairement dans les sables de Beauchamp. Donc ces sondages, ils permettent pour nous de valider les horizons qu'on va rencontrer, et de voir à quoi ressemblent nos horizons. Et ici, ce qu'on peut constater, alors je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais dans les sables de Beauchamp, en vert, par ici et par là, on va avoir rencontré des passages gréseux, des passages endurés dans le sable de Beauchamp. Ici, ils sont petites en prise, ça ne se voit pas forcément sur la coupe, mais on est sur une dizaine de centimètres maximum. Mais sur l'ensemble du linéaire du tonnelier, on a rencontré d'autres plus importants qu'on a pu récupérer et faire des essais dessus pour définir la nocivité de ces échantillons. Et la nocivité, c'est important quand on est avec une excavation de tunnelier parce que ça permet de savoir la dureté de l'échantillon, qui est donc la difficulté avec laquelle le tunnelier va excaver ce matériel. Et ensuite, on va voir l'abrasivité qui est à l'inverse, à quel point la roche rencontrée va elle-même éroder les outils du tunnelier. Donc maintenant qu'on a fait cette petite campagne géotechnique, on observe qu'on va avoir un tunnelier qui va creuser dans les sables de Beauchamp et qui va rencontrer ponctuellement des passages gréseux. Donc, une fois qu'on connaît tout ça, et donc ces passages gréseux, une fois qu'on a fait qu'on connaît la dureté et l'abrasivité, on a pu constater qu'on était sur des roches, des échantillons qui étaient très abrasifs à durs, ce qui est tout à fait, qu'on peut tout à fait rencontrer avec un tunnelier. Donc maintenant qu'on a ces paramètres, on peut armer le tunnelier et lancer le creusement. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé lors du creusement du tunnelier dans ces sables de Beauchamp. Et donc là, on a eu un retour de l'entreprise qui nous indiquait qu'on avait une casse assez importante des outils, donc avec des remplacements assez importants, donc une conséquence sur beaucoup d'outils qui vont être remplacés, et donc une cadence d'avancement du tunnelier qui va être réduite. Et tout ça, ça s'est passé donc au niveau du puits, et la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que le tunnelier, il sort dans la gare après, ce qui nous permet donc d'avoir un visuel sur la haute coupe, et donc de pouvoir analyser visuellement
pourquoi on a observé autant de casses sur les outils. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est un zoom. Pour rappel, on a notre roue de coupe sur laquelle on vient fixer des outils. Et donc les outils se fixent ici, sur la fixation sur la roue de coupe. Et ce qu'on peut voir là, au milieu, c'est le boulon qui permet de fixer notre outil sur la roue de coupe. Et donc ici, si on observe le boulon, ça veut dire que l'outil a sauté, a été érodé lors de l'avancement du tunnelier, et qu'en plus, par la suite, la roue de coupe elle-même a été usée lors de l'avancement du tunnelier. On constate donc qu'on a bien rencontré quelque chose de très dur qui a impacté nos tunneliers. Et une fois que la roue de coupe elle est érodée, ça va nous créer un porte-à-faux entre la roue de coupe et les outils de coupe, et forcément, on va réduire la résistance de ces outils de coupe, qui va par la suite entraîner plus de casse, et donc on est sur une boucle de casse et d'érosion de nos tunneliers. Donc maintenant qu'on a pu constater qu'effectivement, on a quelque chose, un objet qui a pu user notre tunnelier, on s'est demandé, est-ce que cette usure, elle est homogène sur notre roue de coupe, ou est-ce qu'on va être sur quelque chose qui est plus localisé? Et donc ici, c'est une photo du tunnelier, et on voit que, en fait, ici, c'est les zones où on vient fixer les outils, et on voit qu'ici, on a peu d'usure, et là, on voit une usure plus importante au niveau de cette zone. Et donc si on prend une vue globale de notre tunnelier, ça fait une usure qui est centrée sur une zone annulaire. Et donc, on n'a pas rencontré un banc homogène qui aurait usé homogénéiquement notre tunnelier, mais plutôt quelque chose de ponctuel sur lequel la roue de coupe a tourné et qui crée cette usure annulaire. Et donc tout ça, ça nous permet de conclure qu'on a effectivement rencontré un objet géologique très enduré qui va avoir eu un impact sur notre tunnelier, mais également que cet objet géologique, il est ponctuel. Maintenant qu'on a constaté les dégâts causés par cet objet, on a essayé de le retrouver pour essayer de faire des essais laboratoires et comprendre pourquoi ça ne correspondait pas à ce à quoi on s'attendait. Dans un premier temps, lorsque le tunnelier excave, on peut récupérer les matériaux qui sont excavés. Donc on a pu récupérer quelques échantillons de blocs dans le tunnelier. Ensuite, on a essayé de faire des sondages en surface pour retrouver ces passages indurés. Donc les sondages n'ont pas été, on n'a pas retrouvé de blocs indurés qui pourraient expliquer cette usure. Et également, comme le tunnelier, on voyait tout à l'heure, il passe à proximité du puits, on a la chance de pouvoir aller creuser dans le puits, puis dans le rameau. Donc, pour rappel, on a le puits, le rameau et le tunnel qui passe à proximité. Donc on a eu la chance de pouvoir aller creuser ici, dans les sables de Beauchamp, pour pouvoir essayer de retrouver ces objets géologiques. Et donc, on a apporté une attention particulière aux sables de Beauchamp, et on a pu observer que dans le puits, on a retrouvé 3 blocs de grès, et on en a retrouvé 2 autres dans le rameau. Donc sur la vue 3D, on peut remarquer qu'on a bien des objets géologiques qui sont distincts, mais qui sont sur un même horizon. En droite, vous pouvez voir donc, les photos des blocs qui ont été excavés. Et une fois qu'on a ces blocs, on peut faire des échantillons, les emmener en laboratoire et essayer de comprendre pourquoi on a eu cette usure sur la route. Donc, on reprend notre diagramme de nocivité tout à l'heure, avec en blanc les paramètres qu'on avait avant réalisation des travaux, en orange les résultats sur les échantillons du tunnelier, et en vert les résultats sur l'échantillon du rameau. Et ici, on voit bien qu'on a 2 types de blocs distincts, de roches distinctes, avec une roche qui est cohérente avec ce à quoi on s'entendait, ce qu'on avait avant les travaux, et une autre qui va être extrêmement dure, extrêmement abrasive. Ensuite, on a fait des essais de résistance à la compression sur ces échantillons, pour essayer de mettre en évidence la résistance la duration de ces blocs. Et ici, on constate qu'on va avoir une résistance à la compression qui va être variable selon l'échantillon, avec une résistance qui est entre 200 MPa et 320 MPa. Pour essayer de faire une petite mise en contexte, pour un béton classique, on est autour de 25 MPa. Sur un granit, on est entre 100 et 200. Et pour une quartzite, donc roche qui est composée majoritairement 90% de quartz, on est autour de 250-350 MPa. On a donc des blocs qui peuvent être très endurés, en équivalent de quartzite. Ensuite, ça peut s'expliquer sur la porosité de cette roche. On va avoir une masse volumique, pour les roches qui sont plus endurées, aux alentours de 2,55 tonnes par mètre cube. Et donc ça nous indique qu'on a une faible porosité aux alentours de 2%, ce qui explique une cimentation importante et donc une résistance, une induration forte de ces blocs. Donc, suite à cette analyse, on peut constater que effectivement, les blocs qu'on a rencontrés lors du creusement du tunnelier, ils sont extrêmement abrasifs, extrêmement durs et riches en silice, donc très endurés. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça sur les sables de Beauchamp, on peut refaire une synthèse sur ce qu'on a observé et ce qu'on peut en conclure. Donc, on a observé qu'on avait des roches qui étaient extrêmement abrasives et extrêmement dures,
une distribution spatiale de ces blocs, une usure qui est localisée sur notre trou de coupe, et une reconnaissance par sondage qui est non concluante. Et tout ça, ça nous permet de conclure sur le fait que ce qu'on a rencontré, c'est bien des objets géologiques indurés et ponctuels, discontinus, et localisés sur un même niveau stratigraphique. Maintenant, on peut se demander pourquoi les objets qu'on a observés, nous, étaient beaucoup plus indurés, beaucoup plus durs que ce qu'on avait trouvé par ailleurs. Et donc ça va s'expliquer par la mise en place de ces blocs de grès. Donc ces blocs de grès sont mis en place suite à une dissolution différentielle et une silicification secondaire. Et on peut imaginer donc que dans cette zone, on avait un environnement qui a favorisé une précipitation très importante, massive de silice, et donc une silicification secondaire très importante, et donc des blocs très endurés. Et maintenant, on peut se demander, est-ce que ces blocs qu'on a retrouvés ici dans notre zone, on peut les retrouver ailleurs dans le bassin parisien? Et donc, à savoir que nous, par la suite, sur l'ensemble de l'avancement du tonnelier et sur les autres rameaux dans les sables de Beauchamp, on n'a pas retrouvé de blocs similaires à ceux-ci. Mais on peut quand même supposer que, comme la singularité semble venir seulement de la silicification de ces blocs, de la mise de l'environnement de mise en place de ces blocs, le micro-environnement qu'on a eu ici, qui a formé des blocs très endurés, on pourrait très bien le retrouver ailleurs, et donc avoir des blocs similaires avec une dureté similaire ailleurs dans le bassin parisien. Ensuite, cette étude elle a mis en évidence qu'on avait des limites sur nos investigations géotechniques. En effet, même si on fait de très nombreux sondages, dès qu'on est sur une variabilité qui a une faible extension latérale, on peut passer au milieu du maillage des sondages, et donc depuis la surface, ne pas retrouver ces objets géologiques. Et du coup, donc, cette étude, cette analyse, elle met en avant que même cette étude, elle souligne que les processus diagénétiques peuvent créer des hétérogénéités ponctuelles. Maintenant qu'on a fait l'étude sur le sable de Beauchamp, on va pouvoir passer au calcaire grossier et à l'hyprésien. Donc on va refaire une mise en contexte avec les mots-clés utiles pour la suite, à savoir que le calcaire grossier et l'hyprésien, ils ont été étudiés sur un même ouvrage. Donc la mise en contexte est valable pour les deux horizons. Ici, on se situe dans la vallée alluviale de la Marne, et on est au droit d'une gare. Donc on va avoir un ouvrage profond qui traverse les marnes au calcaire Saint-Ouen, les sables de Beauchamp, les marnes écaillasses, le calcaire grossier et les horizons de l'hyprésien. Pour schématiser, on a donc une gare qui est profonde, avec un fond de fouille dans les marnes du calcaire, et une paroi moulée qui va assurer la stabilité de cet ouvrage. Donc soutènement vertical en béton armé. Et la paroi moulée, elle va assurer la stabilité selon deux objectifs. Donc une stabilité mécanique pour assurer la stabilité de la paroi moulée en pied et limiter les déplacements au maximum. Et ensuite, une stabilité hydraulique avec une fiche hydraulique. Et donc l'objectif de la fiche hydraulique, ça va être de limiter les venues d'eau sous la paroi moulée pour deux raisons. La première étant de limiter les débits de pompage quand on va vouloir terrasser notre ouvrage, et aussi pour limiter, donc pour assurer la stabilité du fond de fouille. Donc on peut visualiser ça dans le sens où si on a beaucoup d'eau qui passe sous notre paroi, qui vient remonter sous le fond de fouille, on peut avoir un effet de bouchon de champagne avec un fond de fouille qui va se soulever. Donc pour limiter ces venues d'eau, la solution c'est de descendre les parois moulées jusqu'à un horizon qui va être moins perméable et limiter les venues d'eau. Et donc ici, dans ces horizons, on va chercher un ancrage dans les calcaires grossiers qui ont une faible perméabilité. Et donc pourquoi les calcaires grossiers? Ça va s'expliquer sur ce qu'on connaît des calcaires grossiers dans la littérature. Les calcaires grossiers, on sait qu'on va avoir trois grands horizons. La partie supérieure avec des bancs calcaires fins relativement durs avec une présence de silex. Ensuite, une partie médiane avec des calcaires gris-beige plus ou moins grossiers et relativement tendres. Et enfin, une partie inférieure avec des bancs durs et une intercalation de marnes verdâtres. Les marnes étant vertes par la présence de cloconie à l'intérieur. Et donc ici, on voit qu'on a donc, des passages de calcaire qui sont massifs, profacturés, et qui sont donc favorables à notre ancrage hydraulique, donc faible perméabilité. Et donc maintenant qu'on connaît donc, ces informations sur le calcaire grossier dans la littérature, on va chercher à quoi ressemble le calcaire grossier au droit de notre ouvrage. Donc on refait une campagne géotechnique avec des sondages. On peut vérifier nos horizons stratigraphiques, nos sondages vont jusque dans le toit des calcaires grossiers et on retombe sur ces calcaires grossiers massifs. Donc, on peut faire nos calculs, vérifier, donc calculer l'ancrage de notre fiche mécanique, l'ancrage de notre fiche hydraulique
Et tout ça, on en conclut que pour assurer la stabilité hydraulique de notre ouvrage, il nous faut un ancrage de 3 mètres dans le calcaire grossier peu perméable. Maintenant qu'on a ça, on s'est demandé quel débit on allait avoir lorsqu'on allait terrasser notre gare. Et pour savoir, donc pour pouvoir estimer cela, on avait besoin de faire un sondage complémentaire avec un essai de pompage à l'intérieur. Donc on fait sondage complémentaire, les résultats reviennent, on a un sondage carotté. En tête, on a bien des calcaires massifs, donc c'est exactement ce qu'on cherchait. Et en dessous, on tombe plutôt sur quelque chose d'altéré avec des passages sableux ou des passages un peu marneux, différents qu'on peut voir ici sur les carottés. Et maintenant, on se demande quel est l'impact de ces passages plus sableux qu'attendus sur notre ouvrage. Dans un premier temps, on va se demander quelle est l'emprise de ces passages sableux sous notre ouvrage. On refait des sondages complémentaires pour essayer d'estimer tout cela. Et ici, on peut voir donc en pointillé noir, vous avez les limites de la gare. Et donc, on voit qu'au niveau de la gare, on a bien un horizon continu, plus sableux, des calcaires grossiers, et avec un pendage assez marqué sous notre gare. Et donc, maintenant qu'on a vu qu'on avait un passage sableux qui était continu sous l'ensemble de la gare, on va chercher quel est l'impact sur notre ancrage hydraulique. Et là, on constate que là où on voulait ancrer notre fiche dans un calcaire qui était assez massif, on va plutôt se retrouver parfois, en pied de paroi moulée, dans quelque chose qui est plus altéré, plus sableux. Et la conséquence de ça, c'est que notre stabilité hydraulique, elle est plus assurée. Donc, on va devoir revoir notre ancrage hydraulique. Et comme on sait que la partie inférieure des calcaires grossiers, elle est altérée, on va devoir aller chercher plus bas et donc aller étudier l'hyprésien pour trouver un nouvel ancrage hydraulique. Maintenant, avant de continuer sur la recherche de l'ancrage dans l'hyprésien, on va faire une petite synthèse sur ce qu'on va voir sur les calcaires grossiers. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'on avait une lithologie qui était différente de ce à quoi on s'attendait, avec plutôt des sables calcaires, où on s'attendait à avoir des calcaires plutôt massifs. Ensuite, on a vu qu'on avait une hétérogénéité de la dégradation et un pendage qui était localement marqué. Et le calcaire grossier, il se dépose en contexte de mer littorale. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir des dépôts qui vont être assez homogènes et réguliers, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc ça nous permet de supposer qu'on n'est pas sur un changement latéral de faciès des calcaires grossiers, mais bien sur une altération postérieure à la mise en place des calcaires grossiers. Et donc, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on est, par exemple, dans un projet géotechnique, ici, ce qui nous intéresse, c'est de définir les paramètres de nos horizons. Et donc, l'origine des variabilités n'a pas été étudiée en profondeur lors de ces campagnes. Donc, toutes les origines sont des hypothèses. On n'a pas de vérification, quelque chose qui nous confirme par la suite. Pour reprendre, on arrive sur l'origine des variabilités des calcaires grossiers. Et ici, comme dans les sables de Beauchamp, l'altération, elle vient de tout ce qui est dynamique des fluides. Donc, à cet endroit, pourquoi on a un calcaire grossier qui est altéré là où on n'en a pas autour? Ça viendrait d'une dissolution post-sédimentaire avec une circulation hydrogéologique qui va être très active, qui va entraîner une forte altération de nos calcaires grossiers. Et comme tout à l'heure, on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose qui est valable uniquement au droit de notre ouvrage ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut supposer généralisable sur le bassin parisien? Et donc, sur la ligne 16, on a beaucoup d'ouvrages, la grande majorité, qui ont des fiches hydrauliques dans les calcaires grossiers. Donc, c'est quelque chose qu'on a étudié sur beaucoup d'ouvrages et c'est le seul endroit où on a retrouvé cette altération. On peut donc supposer qu'au niveau de la ligne 16, dans cette zone, c'est quelque chose qui est ponctuel. Cependant, comme cette altération elle vient de la dynamique des fluides, on peut supposer que le micro-environnement qu'on a eu ici, qui favorise une altération, on peut le retrouver par ailleurs sur le bassin parisien et que donc c'est possible qu'on retrouve des altérations du calcaire grossier par ailleurs. Et donc maintenant qu'on a fait cette petite synthèse sur le calcaire grossier, on peut continuer notre recherche de notre ancrage dans l'hyprésien. Et donc, comme tout à l'heure, on va commencer par à quoi ressemble l'hyprésien dans la littérature. Qu'est-ce qu'on connaît et ce à quoi on s'attend. Donc l'hyprésien, on va avoir 5 grands horizons. En tête, les sables de cuivre, qui sont des sables fins, et ensuite les sables du Soissonnais, les fausses glaisses, qui sont des sables élargis, les sables d'Auteuil, et enfin, tout ça repose sur les argiles plastiques, des argiles bariolées avec des nuances assez différentes de couleurs. On peut voir sur les carottes ici qui sont assez sympathiques. Et donc, on sait que les horizons d'hyprésien, ils se décomposent en 5 horizons, mais on sait également que sur l'ensemble du bassin parisien, et du moins, comme on peut voir ici sur la coupe géologique entre Bagneux à droite et Montmartre ici,
on ne retrouve pas forcément toujours tous nos horizons de l'Yprésien. Par exemple, au niveau de l'anticlinal de Meudon, ici, on retrouve uniquement les argiles plastiques. Et après, en se dirigeant vers le nord, on va avoir des sables qui se déposent plus ou moins en biseau par-dessus les argiles plastiques. Et donc ici, ce qu'on s'attend à voir dans mon sondage, c'est donc au fond une argile plastique et plus ou moins d'horizon sableux sur le dessus. Donc on part avec ces hypothèses-là. Maintenant, on va analyser les sondages qu'on a fait au droit de notre gare pour regarder ce qu'on a réellement au niveau de notre ouvrage. Donc on prend nos carottés, on les décrit et on tombe sur 5 horizons. Et là, ça semble sympa, 5 horizons, est-ce qu'on ne les aurait pas tous? Et en fait, en tête, on tombe sur des argiles franches, là où tout à l'heure on avait plutôt des sables. Ensuite, on a des sables fins, des argiles sableuses, des sables moyens, et en fond, des argiles sableuses brunes à bariolées. Donc, les argiles sableuses brunes à bariolées, elles pourraient s'apparenter aux argiles plastiques qu'on a vues tout à l'heure dans la série canonique de l'Yprésien. Cependant, on ne réussit pas à retrouver dans les horizons supérieurs les horizons qu'on a donc dans la série canonique. Et pour simplifier les choses, on a donc décidé de renommer les 5 horizons de 1 à 5. Et on peut voir que les horizons, on les a nommés dans l'ordre géotechnique, j'ai envie de dire, donc dans l'ordre dans lequel on décrit nos carottes, de haut en bas, et pas dans l'ordre géologique qui voudrait que le premier horizon à s'être déposé s'appellerait l'horizon numéro 1. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a constaté qu'on avait des horizons qui étaient différents de ce à quoi s'entendait, mais d'un autre côté, en tête, on a un horizon qui est une argile franche, qui donc paraît très sympathique pour notre ancrage hydraulique. On a juste une petite question qui est, sur certains sondages, on retrouve YP1 mais pas YP3, et sur d'autres, c'est l'inverse, on a YP3 et pas YP2. Donc on se demande quelle est l'emprise sous notre ouvrage de ces horizons. Est-ce qu'on a des horizons qui sont continus ou pas? On a besoin de savoir si YP1 est continu pour en faire notre ancrage hydraulique. Et donc pour s'assurer de ça, on a fait un modèle 3D de nos horizons sous l'ouvrage. Donc à gauche, on peut voir les horizons avec l'emprise de la gare par-dessus, et à droite, on a l'horizon avec les différents sondages qui nous ont permis de faire cette analyse. Et là, on constate que on a bien un horizon YP1 qui va être continu sous l'ensemble de notre ouvrage, ce qui est une bonne nouvelle. Et on comprend que YP2 et YP3, ils se déposent en biseau, et c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas sur tous nos sondages. Et on sait qu'ils se déposent en biseau et que ce n'est pas juste un changement latéral de faciès, parce que sur un des sondages, on retrouve YP2 en tête et YP3 en dessous. Donc là, on constate qu'on a bien YP1 qui est continu, c'est parfait pour nous. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut refaire le calcul de notre fiche hydraulique et vérifier si notre stabilité hydraulique, elle est assurée. Et donc, on fait nos calculs et on constate qu'avec un ancrage de 2 mètres dans YP1, on assure bien la stabilité hydraulique de notre ouvrage. Donc maintenant, victoire, on a un ouvrage qui est stable mécaniquement, hydrauliquement, ça peut être lancé. Donc, on peut conclure sur qu'est-ce qu'on a vu au cours de cette étude. Donc, on a constaté qu'on avait une lithologie des horizons qui était différente de ce à quoi on s'attendait, qu'on avait des structurations en biseau et un pointage doux. Et les horizons de l'Yprésien, ils sédimentent en contexte continental. Et donc, contexte continental veut dire environnement de dépôt très variable, et donc des dépôts qui sont variables, des horizons qui vont être peu continus, comme on peut voir avec les biseaux ou par exemple des lentilles. Et donc ça, c'est une hypothèse sur ce qu'on a observé, c'est pas une anomalie de l'Yprésien, mais bien juste une conséquence des environnements de dépôt de l'Yprésien. Ce qui reste donc une hypothèse. Donc effectivement, cette différence entre la série canonique et ce qu'on observe ici, ça peut s'expliquer par la genèse de l'Yprésien et le fait que on se retrouve plus loin de la zone d'étude. La coupe qu'on avait ici, c'était une coupe qui était bien en centre de Paris, et nous, on est plus à l'est. Donc on peut supposer que là où on se situe, on va avoir des dépôts qui vont être des zones de dépôt, des environnements de dépôt qui vont être différents, qui expliquent ces horizons différents de la série canonique. Et donc, maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose qui est local ou qui peut être généralisé à l'ensemble du bassin parisien? Donc, à savoir que les horizons lyprésiens, ils sont très profonds. Dans la zone où on est, de la ligne 16, on les retrouve à peu près 60 mètres de profondeur. Donc, c'est des horizons qu'on va peu étudier. Par exemple, sur notre ligne 16, tous nos ancrages hydrauliques s'arrêtaient dans le calcaire grossier, et c'est la seule fois où on est allé chercher l'Yprésien, mais on est allé chercher uniquement parce que le calcaire grossier n'était pas ce à quoi on s'attendait. Et donc, on ne peut pas constater si autour, dans les ouvrages autour, on retrouve les mêmes horizons ou pas. Mais comme on suppose que
cette variabilité vient uniquement de la genèse de l'Yprésien, on peut très bien supposer qu'autour, on va avoir également des horizons qui diffèrent de la série canonique, et ça peut être le cas dès qu'on va s'éloigner de Paris, et donc de là on a retrouvé cette série canonique, on peut très bien retrouver des horizons yprésiens qui vont différer de ceux qu'on a l'habitude de voir dans la série canonique. Et donc, cette étude, elle nous rappelle que, effectivement, tous les dépôts continentaux sont variables et qu'on peut donc avoir une variabilité sur des grandes zones comme le bassin parisien. Donc, maintenant qu'on a étudié nos trois horizons, on peut refaire une conclusion. Donc, on a vu que dans nos sables de Beauchamp, on avait des grès indurés qui étaient différents de ce qu'on avait reconnu jusqu'ici. Que dans les calcaires grossiers, on avait un horizon qui était altéré, là où sur tous les ouvrages alentours, on ne retrouvait pas cette altération, on retrouvait juste la série classique des calcaires grossiers. Et ensuite, on a vu que dans l'Yprésien, on avait une série qui était différente de la série canonique. Et ça, qu'est-ce que ça nous indique? Ça indique que même si on a des modèles géologiques qui sont robustes et très souvent confirmés par les projets qu'on fait, il n'empêche que c'est des modèles qui sont valables à grande échelle. Et donc, dès qu'on vient s'intéresser à quelque chose qui est plus local, on peut retomber sur des variabilités et des hétérogénéités. Ensuite, on voit aussi qu'on a une limitation de nos investigations géotechniques. Quand on est sur des grandes variabilités, comme on a vu sur le calcaire grossier et le calcaire yprésien, c'est quelque chose qu'on peut effectivement voir avec les sondages. Mais quand on est sur quelque chose de plus local, comme les blocs indurés dans les sables de Beauchamp, ça peut passer entre nos sondages, même s'ils sont très nombreux, et donc on peut ne pas les trouver depuis la surface, mais seulement lorsqu'on vient faire nos travaux. Et donc tout ça, ça nous invite à rester humble face à la complexité du sous-sol et utiliser donc chaque chantier qu'on va faire pour enrichir toutes nos connaissances sur les sables, sur les horizons du bassin parisien et sur toutes nos connaissances générales. Et à partir de ça, on peut se demander qu'est-ce que ça peut nous donner comme perspective pour demain, toutes ces conclusions. Et la première perspective qui émerge de cette analyse est il faudrait pouvoir transformer les projets en retour d'expérience. En effet, les grands projets comme la ligne 16, c'est des projets où on va avoir de très nombreux sondages, avec des campagnes qui vont être très riches, avec des sondages, des essais laboratoires très conséquents. Et en plus, on va aussi avoir d'autres informations qui viennent directement des travaux. Pendant les travaux, on va pouvoir avoir des retours sur les comportements réels des horizons en creusement tunnelier ou en terrassement. Et on va aussi avoir des informations sur tous les obstacles qu'on va avoir rencontrés. Quand on rencontre un obstacle, on va forcément essayer de trouver une solution. Et les solutions pallatives qui ont été trouvées, qu'elles étaient efficaces ou non, elles sont des sources d'informations. Donc si on prend toutes ces informations et qu'on fait un retour d'expérience, on va pouvoir avoir plus de connaissances sur les horizons, des projets qui vont être plus adaptés et également avoir une meilleure gestion des risques. Bon, après, et ça, c'est vraiment quelque chose que la Société des grands projets a conscience, dans le sens où elle a demandé à Terrasol de faire plusieurs règles sur plusieurs sujets, sujets transverses. Et c'est quelque chose de très intéressant, dans le sens où on a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de mètres de creusement, et donc on a beaucoup étudié les différents horizons, et donc on peut ressortir des conclusions intéressantes. Après, on voit effectivement que cette perspective, elle a une limite, dans le sens où si on est sur un chantier qui est privé, il va y avoir moins d'intérêt à partager toutes les connaissances à tout le monde. Et en plus de ça, donc à partir de ce retour d'expérience, on peut voir une seconde perspective qui émerge, qui est l'adaptabilité de nos projets. Donc effectivement, nos projets sont adaptables dans le sens où on fait un projet, on a un obstacle, on est obligé de trouver une solution. Mais on pourrait s'adapter en amont, avoir donc s'adapter en amont. Et pour cela, et donc on pourrait ne pas s'adapter quand on est face à un obstacle, mais prévoir lorsqu'on prévoit nos projets, de s'adapter et de prévoir donc des solutions si jamais on rencontre le risque. Comme par exemple pour les calcaires, pour les sables de Beauchamp, à savoir que si jamais le tunnelier rencontre des passages indurés, qu'est-ce qu'il y a à faire, combien ça coûterait, donc prévoir en amont tout ça. Et donc, ce qu'on peut retenir des perspectives et de l'analyse de cette étude, c'est qu'il faudrait capitaliser, s'adapter, tout ça pour progresser. Je vous remercie de votre attention.